mercredis spécial. Évidemment. Les mercredis très spéciaux. Mercredi. Les mercredis très spéciaux. Mercredi. Les mercredis très spéciaux. Mercredis très spéciaux. Mercredi. Salut à tous, bienvenue dans le mercredi très spécial consacré à l'histoire des jeux vidéo. Vous êtes en particulier dans cette émission où c'est bien, vous voyez, ça fait un peu comme une chambre de collectionneur, hein, donc c'est tout à fait le thème de l'émission, parce qu'on va parler des consoles, de l'histoire des consoles, et donc on va retracer depuis les balbutiements de ces petites machines jusqu'à aujourd'hui les petits bijoux technologiques qu'on a dans le commerce, dont on ne parlera pas, hein, puisqu'on les connaît tous. Voilà, donc on va par contre s'intéresser au passé. Et pour en parler, il y a toute une équipe de spécialistes de choc. Et il y a notamment Alain Viglacourt qui est avec nous, qui était déjà venu parler du futur, qui revient pour parler un petit peu du passé. Voilà. Donc, explique-nous ce que tu fais un petit peu, Alain. Je sévis dans le monde de la presse spécialisée du jeu vidéo depuis maintenant pas loin d'une quinzaine d'années. Ça ne me rajeunit pas. Donc j'avais commencé à Tilt, qui était à l'époque le seul magazine de jeux vidéo. Ouais, ça a bien changé, maintenant on est beaucoup. Puis après j'ai fait Joystick, Joypad, Megaforce, et puis après Console Plus, Nintendo Magazine. Bref, j'ai sévi un peu partout, puis je suis resté tout aussi passionné et j'ai pas perdu la Un grand Manitou qui a tout à fait sa place évidemment sur ce plateau. Alex Nassar, que vous connaissez, notre monsieur des news, notre testeur, fan de console. Rudement moins cultivé que Alain, mais quelques petits rudiments. Et on est là aussi pour apprendre. Tu crois que moi je suis cultivé en jeux vidéo? Non. Du moment que tu aimes, oui. Je suis une inculte notoire, mais j'ai tout à apprendre. Il y a Alex Pilote qui est la mémoire vive de Game One avec son émission que vous connaissez. Il aime ça. Qui est aussi, je kiffe. Comme dit Olivier. Et puis il y a Philippe Dubois. Alors Philippe Dubois, vous connaissez sans doute pas. Peut-être, parce qu'il a quand même fait 2-3 apparitions à l'antenne, à la télé. Petite apparition. Voilà, et on le reçoit sur Game One parce que tout simplement il est collectionneur de consoles et également de micro-ordinateurs de tous les âges. Et tout ça. Et voilà, donc c'est un vrai passionné. Et tout ça, c'est à lui. Il en a de toutes les époques. Et pour refaire connaissance avec Philippe, que vous connaissez donc un petit peu moins que nous autres sur ce plateau, on a été tourné chez lui dans son antre de collectionneur, un petit sujet que je vous propose de découvrir tout de suite. Bonjour et bienvenue dans mon paradis, en fin de compte, ma collection. Donc je me présente Philippe Dubois, je suis ingénieur informaticien et puis collectionneur donc, de micro-ordinateurs et de consoles de jeux. Dans cette étagère-ci, nous avons le principal un petit peu de tout ce qui est fait l'histoire des jeux vidéo. Donc des systèmes Pong comme celui-ci que l'on branchait sur la prise d'antenne en noir et blanc avec le fameux ping, aux consoles un petit peu plus évoluées, en commençant par l'Atari 2600 bien sûr, très célèbre. J'ai commencé à collectionner il y a environ 4 ans de cela. Un ami m'avait rapporté tout à fait par hasard une revue avec 200 et quelques fiches. C'est une revue de l'ordinateur individuel de l'époque, 84. Et il y avait dedans beaucoup de descriptions sur des micro-ordinateurs que j'avais peu ou vraiment pas connus. Du coup, je m'étais intéressé à la question et je m'étais décidé à créer un site là-dessus. On continue un petit peu la visite dans ma chambre. Vous avez ici, par exemple, un petit peu entassé, vous avez des vieux Commodore PET, dont le premier exemplaire de 1976, avec son clavier façon caisse enregistreuse. Je faisais beaucoup les puces sur Montpellier, où je trouvais énormément de choses pas chères. Depuis, je suis monté sur Paris, où les puces sont beaucoup moins intéressantes, et je passe beaucoup plus par des transactions sur Internet. Donc à acheter des choses sur des sites d'enchères ou directement à des particuliers. Des ordinateurs MSX, comme le fameux Sony HB700. Celui-ci qui est un Adam, donc quelque chose dont je suis vraiment super fier, puisqu'il est nickel en boîte. Un système qui se branche avec la ColecoVision, une console de jeux 8 bits de 1983, et qui voulait, ou qui était censé en fabriquer ou en faire un ordinateur. C'était un ratage commercial complet. À l'heure actuelle, je possède près de 250 micro-ordinateurs et j'ai encore 150 autres machines à récupérer de part d'autres collectionneurs ou des amis qui me gardent ça précieusement dans leur garage. Voici la machine domestique française la plus répandue, la plus caractéristique. C'était un Thomson MO5 qui équipa bon nombre de lycées à la belle époque lors du plan informatique pour tous ou alors pour les mauvaises langues informatique pour Thomson. Nous avons ici une autre pièce assez intéressante puisqu'il s'agit du TRS-80 modèle 1. Donc c'est une machine sortie en 1976 qui était disponible à l'origine en kit, donc les particuliers pouvaient se la monter pour un moindre coût. La machine que je chéris le plus, ou du moins celle qui me fait le plus plaisir d'avoir retrouvée, c'est sans conteste le ZX 80 de Sinclair, parce que celui-ci j'en avais vraiment rêvé à l'époque, en 81, 80 quoi. C'était des kits qui étaient disponibles vraiment au compte-gouttes, à monter soi-même.
et qui était totalement impossible à récupérer en France. Et bon, j'en ai eu un il y a à peu près un an de cela et j'étais vraiment très content. Donc là, je vais vous sortir un petit Pong, tout mignon dans sa boîte, quasiment neuf. Donc vous voyez ici en parfait état. Il y a même la jaquette d'utilisation au cas où ça ne marcherait pas. Donc petite Pong Radiola avec sa superbe manette ergonomique. Et des systèmes comme celui-ci, il a dû en exister au bas mot peut-être 2000. En clone et versions différentes. Voilà, donc vous connaissez mieux notre collectionneur passionné devant l'éternel. Sur la frangette. Hein. Tout de suite, ça calme un peu. Et puis quand on y est, on regarde partout comme ça. C'est Alex, terrible. Il en a plus que moi. et oui. T'en as 400, c'est ça à peu près? Un petit peu plus de 400 machines à l'heure actuelle. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, on ne parle pas d'ordinateur, de PC, etc. On parle de consoles uniquement. Hein. Oui. Surtout Alain. Oui, Et le jeu vidéo, ça a commencé dans les années 70. On verra tout à l'heure que c'est pas complètement exact. Ça a été un petit peu avant. C'était au moment de la conquête spatiale, l'émancipation de la jeunesse, etc. Donc, on s'est mis à parler de jeux vidéo, à avoir des idées qui germaient dans des cerveaux éclairés. Et puis, il y a eu pas mal pour arriver jusqu'à aujourd'hui, il y a eu pas mal de critiques, de reproches, de mépris à l'égard du jeu vidéo, notamment encore aujourd'hui. Voilà, c'est vrai qu'on a c'est un loisir qui en a encore plus souffert de ces critiques que le cinéma. Ah non, On alors s'en Alain, occupe pas pas. d'accord. On s'en occupe pas. Ah, il y a quand même eu, il y a eu sur le plan moral, on a reproché la violence. Oui, c'est les Encore de éternelles nos jours. histoires, de toute façon. Moi j'ai toujours pensé, je vais peut-être pas me faire des amis, mais j'ai l'habitude, j'ai toujours pensé qu'il y avait certaines associations de syndicats du jouet, etc., françaises, c'est vrai qu'elles étaient habituées à vendre des jouets en bois, très mignons, etc., et que s'ennuyait beaucoup chouette, la ça, part qu'a pris le jeu vidéo. Et je pense qu'il y a quand même de ce genre de lobby. Ouais, Alors ouais. on rajoute après Famille de France, on s'en occupe pas Ouais, non plus. voilà. Et puis bon, voilà. Il y a mais- eu aussi des critiques sur un plan médical, les tendinites, pas l'épilepsie. d'épilepsie, Et maintenant, il y a même des mentions légales sur les, Obligatoire. encore aujourd'hui qui sont Ouais, obligatoires. alors que maintenant, il est démontré que ça n'a Voilà. aucun impact, Exactement. enfin, sauf Pas plus que quelqu'un la qui est télé, épileptique, pas plus que la télé. De toute façon, Oui, quand on voilà. passe un clip à la télé, il y a la même chose Oui. et on ne met pas sur les télés l'étiquette. tout cas, Enfin, On bon, est tous joueurs, on n'a pas eu de crise d'épilepsie jusqu'à maintenant. pas encore. Ouais, mais il y a eu en tout cas un nombre de manifs, de pétitions, effectivement de la part des entre guillemets, syndicats du jouet traditionnels et puis les féministes. On a aussi taxé certains jeux vidéo de racisme. Il y a eu vraiment, ça a été super controversé. Peut-être ça manquait un petit peu d'un porte-parole emblématique ou en tout cas charismatique dans le jeu vidéo. Alain. Alors, maintenant nous l'avons, il est là, il est sur ce Ah ben plateau. non, c'est le seul qui a été C'est choisi, le syndicat C'est vrai. des éditeurs de musique, mais que je n'ai pas toujours trouvé extrêmement performant dans la défense du jeu vidéo personnellement. Là, ils sont en plus en guerre contre tout ce qui est piratage. Voilà. Donc, c'est une manière font quand du même boulot. de Il y a du défendre boulot, là, oui. effectivement, Oui, absolument. cette industrie. Tu sais que c'est problématique, tous ces problèmes de piratage. On va regarder maintenant un petit sujet qui retrace dans les grandes lignes justement l'histoire des jeux vidéo. Donc on va regarder ça tout de suite. Ça démarre, vous allez voir. Il y a un petit moment maintenant. fait un C'est bail. parti. Voici Nolan Bushnell, fondateur de l'entreprise Atari. Cet homme est considéré aujourd'hui comme le père des jeux vidéo, avec Pong bien sûr, mais surtout grâce à ses qualités de businessman. I believe that the success of Atari, Je crois que Atari a marché parce qu'on avait réuni la meilleure équipe. it was a better On a fait en sorte que l'entreprise fonctionne d'un point de vue économique. Et je pense qu'à l'époque, il y eut souvent des inventeurs, mais rarement des hommes d'affaires. Et moi, par chance, j'étais les deux à la fois. En effet, avant Pong, il y avait eu l'Odyssée de Magnavox, la première console domestique avec ses caches interchangeables qu'on collait sur l'écran. Mais sa diffusion est restée confidentielle et la console n'a pas marqué les esprits. Si Bushnell lui a réussi, c'est qu'en plus d'être un inventeur, il était aussi un commercial avisé. Il a vite compris que Pong, en arcade, ça ne suffisait pas. Il fallait faire rentrer le jeu dans les foyers et le rendre accessible à toute la famille. Aussitôt dit, aussitôt fait, Pong débarque en console et c'est un succès. 13 millions de consoles vendues entre 73 et 76. Rapidement, les clones de Pong se multiplient. Il y a le tennis, le football, la pelote basque, mais tout ça se ressemble quand même beaucoup. À partir de 1976, Atari introduit la VCS 2006, la seconde console majeure de l'histoire des jeux vidéo dont les jeux sur cartouche sont interchangeables. Là, Bushnell va toucher le jackpot. Au début des années 80, consoles et cartouches se vendent par millions et la VCS est reine de son domaine.
Bien sûr, Atari n'est pas seul. Il y a l'Intellivision, soutenue par le géant du jouet, Mattel. Il y a aussi la ColecoVision, une puissance inégalée et d'excellentes adaptations d'arcade, dont le célèbre Zaxxon, qui donne même naissance à un jeu en carton. Enfin, la petite dernière, la Vectrex, avec son écran incorporé à graphisme vectoriel. Mais rien à faire, la concurrence ne rivalise pas avec l'Atari 2006. Et puis, en 1983, c'est le grand crash. Surproduction, baisse des prix, brutalement, tout le monde perd de l'argent. Everyone lost so much money. Ils ont perdu tellement d'argent qu'ils ont pris peur. Et jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, les leaders d'un secteur n'avaient abandonné leur activité. Et c'est exactement cela qu'a fait Atari. Ils ont pensé que c'était fini. Nintendo ne commettra pas la même erreur. Dans les années 70, c'est une petite société familiale spécialisée dans les jeux de cartes et les gadgets les plus improbables. En 1983, les ingénieurs de Nintendo inventent une console à cartouches. Le Family Computer de Nintendo submerge le Japon. Le succès de Nintendo repose pour une bonne part sur cet homme, Shigeru Miyamoto, le créateur de Donkey Kong et de Mario. Mario incarne un gentil personnage bien éloigné de la violence supposée des salles d'arcade. Avec ses gentils monstres et ses champignons pas trop hallucinogènes, il rassure les parents qui se moquent bien de savoir que Mario dicte sa loi à tous les éditeurs qui créent des jeux pour lui et parle d'égal à égal avec les plus grands groupes industriels. Le succès de la NES, la Nintendo Entertainment System, est mondial. Le marché américain est conquis en 1986, si complètement qu'Atari intente à Nintendo un procès pour monopole. Pour les joueurs, la guerre des constructeurs importe peu. Ce qui compte, c'est que les jeux vidéo ne sont plus une mode, qu'ils ont leur place dans les foyers. Une véritable industrie est née, avec ses sociétés, ses artistes, ses médias. Quatrième étape et quatrième console phare, la Mega Drive. Sega, dont la Master System n'avait pas pu lutter contre Nintendo dans l'univers des consoles 8 bits, prend sa revanche avec la Mega Drive, qui fait presque jeu égal avec la Super NES aux États-Unis et s'impose en Angleterre, premier marché européen. Derrière Sonic et Mario se dressent des groupes dont les chiffres d'affaires se mesurent désormais en milliards de dollars. Mais dès 93, les 16 bits commencent à vaciller. Les joueurs veulent toujours plus de technologie, le PC commence à s'éveiller sur le front ludique et une nouvelle génération de machines est en préparation dans les labos de développement. Et c'est l'entrée d'un troisième larron dans la bagarre, Sony et sa PlayStation qui s'impose comme la machine nouvelle génération. Si Nintendo et Sega sont des géants à l'échelle des jeux vidéo, ils ne peuvent rien contre le rouleau compresseur Sony dont le chiffre d'affaires est 10 fois supérieur au leur. Les jeux vidéo, c'est une belle histoire. Des ancêtres des années 70 jusqu'aux petits bijoux technologiques d'aujourd'hui, la route fut longue. Et encore, on ne vous a pas tout dit. Allez, on vous raconte ? Et oui, on vous a pas tout dit parce que là, dans ce sujet, on voit que... On dit que Nolan Bushnell est le père des jeux vidéo, mais comme tu me le disais, Philippe, pendant le sujet, c'est un copieur. Ce n'est pas tout à fait exact, puisque le père des jeux vidéo, en fin de compte, est Ralph Baer, en 1972, qui a sorti la Maniavox Odyssey que nous avons ici sur le plateau. Tadam. Et qui est vraiment la machine qui a inspiré Bushnell lorsqu'il créa Pong en 1973 en arcade. Voilà. Oui, mais il y a eu encore avant ça, avant Ralph Baer. Ouh là là. Il y a eu, alors là, dans les, c'était expérimental, c'était un oscilloscope. Voilà. En vraiment... 1958, donc c'était vraiment des gens très sérieux, rien à voir avec les jeux vidéo. Avant, les jeux vidéo, c'était pour les ingénieurs. C'était les ingénieurs tout à fait sérieux qui avaient branché un ordinateur analogique, puisque c'était